Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Solution, saison 2. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Simon de la société Bimono, jeune start-up en croissance dans l'économie de la construction, dans l'arc lémanique. Jingle. Eh ben, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de La Solution où aujourd'hui on va traiter d'un sujet passionnant et on reçoit surtout une personnalité qui a créé une start-up qui s'appelle Bimono et qui s'appelle Simon Molina. Donc je vais le laisser se présenter et car finalement même je pense que beaucoup de gens commencent à le connaître et sa société sur LinkedIn car ça commence à faire un peu de bruit. Tu crois ? Donc moi je vois ça en tout cas, je vois que ça fait du bruit. Donc écoute, je te laisse te présenter et puis après on va avancer. Bah écoute, alors Simon Molinas, j'ai 34 ans, bientôt 35. Et donc j'ai 10 ans d'expérience dans la construction, je suis de formation ingénieur, génie civil. J'ai fait 6 ans dans la conduite de travaux, donc chez Implenia, un groupe suisse. Et je me suis spécialisé vers le BIM à la fin de ces 6 ans, j'ai fait un CAS en coordination BIM. Et puis là, ça fait maintenant 1 an que j'ai lancé 2 entreprises. Bloom Agence, où on fait de la prestation de services BIM, et Bimono, qui est un outil qui permet de collaborer, visualiser des maquettes BIM, mais aussi pouvoir échanger sur la base de documents de projet, construction. Ok, attends, pour le BIM, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, Building Information Modeling. Okay. C'est un nouveau processus de collaboration. Pour faire très très simple et très caricaturé, avant on dessinait en 2D. Aujourd'hui on peut modéliser donc en 3D et il n'y a pas qu'un modèle 3D, il y a l'information qui est contenue. Très simple, tu dessines un mur en béton, tu as un objet, c'est un mur, mais dans l'information qui est contenue, tu peux avoir le type de béton, le type de matériaux utilisés, sortir les volumes, etc. Donc en fait, ça lié à d'autres logiciels, ça permet de faire des cas d'usage qui sont assez intéressants sur l'exploitation de la donnée. Donc le fameux I du BIM. Ok, d'accord. Voilà. Et ce qui est super intéressant pour un maître d'ouvrage, c'est que cette maquette numérique, tu peux l'exploiter dans la partie FM, donc Facility Management, exploitation de maintenance du bâtiment, ce qui en général coûte le plus cher pour un client. Donc le client, c'est entre 15 et 17% le coût de construction, et le reste des dépenses, c'est sur l'entretien du bâtiment, la durée de vie du bâtiment lui-même, les coûts de rénovation, des alimentations, etc. Et du coup, un maître d'ouvrage privé, il a un intérêt à mener un projet BIM pour après pouvoir exploiter la maquette numérique dans sa partie d'exploitation du bâtiment, quoi, finalement. D'accord. Alors aujourd'hui, moi ce que je veux savoir, c'était l'histoire de Bimono. Ouais. Comment t'en es venu à créer cette start-up ? Okay. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu parlais d'un chantier précédemment. Voilà, on aimerait en savoir un petit peu plus. Comment t'es passé de 0 à 1 ? Ouais. Vraiment, c'est ça le... Ok. Alors sur le projet dans lequel j'intervenais, qui était la construction d'une banque privée, on devait mener ce projet-là en BIM. Donc il fallait mettre en place des outils pour que chacun puisse accéder à la maquette numérique, même aux outils numériques en soi. Et ma mission, c'était vraiment de pouvoir évangéliser l'ensemble des acteurs sur ce sujet-là, sur cette thématique-là. Et je me suis vite rendu compte que les outils qui étaient à disposition, en fait, il y avait 3 freins à l'acceptation de ces outils-là. Le premier gros frein, c'était le coût. Ça coûtait beaucoup trop cher pour des entreprises qui n'ont pas forcément connaissance du produit, etc. C'est un investissement. La deuxième chose, c'est que les outils étaient trop compliqués, donc il fallait une formation pour pouvoir les utiliser. Et le troisième, c'est il fallait en général installer une application ou avoir un ordinateur assez costaud pour pouvoir exploiter ces outils-là. Il y avait beaucoup de données. Il y avait beaucoup de données, il fallait télécharger une application. Enfin, il y avait plein de freins qui un peu mettaient en fait une rupture par rapport à cette adoption. Et moi, mon kiff, ça aurait été de me dire que en fait, un contremaître, même un manœuvre, tu vois, un ouvrier, qui puisse avoir la maquette numérique dans les mains, parce qu'en fait, c'est une source de fou pour la donnée. Enfin, ça peut vraiment l'aider au quotidien.
Et je me suis dit, en fait, j'aimerais qu'on puisse, sur la base d'un QR code dans une pièce, tu scannes le QR code avec ton téléphone, et puis tu puisses avoir la maquette numérique directement, sans téléchargement d'application, de manière ultra intuitive, et le tout gratuitement. Ok. Voilà, essayer pour accélérer vraiment cette transformation numérique. Et j'ai dit, je vais arrêter de me plaindre sur les solutions qui sont existantes, je vais créer entre guillemets, ma propre solution. Et voilà, ça a mûri comme ça. Ouais, c'est comme ça que c'est venu. Ouais. D'accord. Et alors, Bimono, qu'est-ce que c'est? Si tu peux rentrer vraiment dans le sujet. Ouais. Alors, Bimono, c'est une plateforme collaborative qui te permet en fait de communiquer, collaborer sur l'ensemble de tes documents de chantier de manière totalement intuitive et transparente. Et aussi de pouvoir visualiser des maquettes numériques sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit, la manière la plus simple possible, et puis à un coût qui est bien moindre que les outils qui sont à disposition actuellement. Donc c'est vraiment une plateforme collaborative dédiée au secteur de la construction. Ok, mais est-ce que, par exemple, c'est-à-dire un plan ou autre d'une autre plateforme, il peut être intégré aussi à Bimono? Bien sûr, ouais. Tu es obligé de créer sur Bimono? Non, en fait, c'est vraiment une plateforme où tu visualises les documents de ton projet. Donc ça peut être des plans, ça peut être des tableaux Excel, ça peut être des maquettes numériques, des maquettes BIM. Ça peut être des images, tu peux prendre des photos, faire des commentaires, échanger. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un certain type de fichier pour pouvoir le visualiser ou créer sur Bimono. C'est plutôt, tu vas amener tes documents sur la plateforme et cette plateforme-là, tu vas l'ouvrir à tous tes intervenants. On sait que dans la construction, il y a énormément d'intervenants pour pouvoir collaborer, puis en fait faciliter la communication qui est ultra importante dans notre domaine qui est la construction, où tu as besoin d'échanger en permanence, d'être sûr que le mec il a la bonne information au bon moment et puis qu'il ait bien compris le sujet, quoi. Ouais, le sujet. Ouais. Et finalement, c'est quoi qui fait vraiment que Bimono se démarque d'autres plateformes? Est-ce que c'est un peu une plateforme unique, on va dire, ou est-ce que ça ressemble à quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, Bimono, vraiment, c'est une plateforme qui est différente? Elle est différente parce qu'on a développé l'outil pour qu'il soit le plus intuitif possible. En fait, les outils numériques sur un projet BIM ou même sur un projet où on met en place des outils numériques, en fait, on se rend compte qu'il y a seulement 10% des acteurs qui ont accès, qui bénéficient de ces outils-là. En général, c'est les ingénieurs, les architectes, parfois le client. Même sur des autres projets, la plateforme elle est un peu difficile d'accès, donc même le client il a du mal à se projeter. Ça peut être des gens qui ne sont pas forcément de la construction. Du coup, nous, on se démarque vraiment par cette accessibilité. On a pensé l'outil pour le métier de la construction. Donc moi, je viens de la construction. J'ai fait de la conduite de travaux. Voilà, on est dans un environnement qui est quand même différent des autres industries. On n'a pas le temps de se poser pour réfléchir, savoir comment ça fonctionne, prendre une formation, etc. On est toujours un peu hors délai dans la construction. Donc, il faut que ce soit un outil qui soit très très simple et que tout le monde puisse se l'adopter très facilement. Ok. Et avant, aujourd'hui, plutôt les 10% des personnes, par exemple, qui se disent sur l'ensemble d'une organisation, d'un chantier, Ouais. qui ont accès à ce produit, c'est parce que c'est difficile d'installer ce produit ou c'est parce que ça coûte cher ou c'est... Alors, c'est les trois freins que je disais avant. En général, c'est difficile, il faut se former. C'est pas accessible, voilà, il faut une formation, en tout cas de 1 heure ou 2 heures pour comprendre l'outil. Donc déjà, ouais, une grosse formation. Grosse formation pour pouvoir l'utiliser. Le problème, c'est qu'en général, quand tu onboardes des intervenants sur ton projet, les gars, peut-être qu'ils vont utiliser 2 mois après l'outil. Et ce délai-là, on a déjà oublié la formation, donc c'est très compliqué. À l'échelle d'un gros projet, c'est du temps et généralement, c'est de l'argent. Parce que tu dois attendre 2 heures à te faire former, tu dois payer le gars qui forme, et les gens qui sont là, indirectement, c'est un coût aussi, tu vois. Donc sur un projet où tu as 600 personnes, ou une entreprise où tu as 1000 personnes, 2000 personnes, ça représente vraiment un coût. Donc ça, c'est un frein. Et le deuxième, c'est l'intuitivité. C'est-à-dire que c'est pas assez accessible. Ça n'a pas été designé pour les gens de la construction. Ça a été designé pour des gens qui sont sur un ordinateur, qui ont le temps dans la journée, entre guillemets, de se poser, de réfléchir, donc plutôt des profils d'ingénieurs et architectes, etc. Ok.
Et finalement, du coup, l'aspect innovant, on va dire un peu plus unique de Bimono, c'est vraiment son intuitivité et son accès plutôt facile. Ouais. Enfin, après, il y a d'autres choses, bien sûr. Mhm. Mais on va dire que ça serait plutôt ça. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, un contremaître, il pourra avoir, ou un chef de chantier, avoir accès à des données Exact. sur le chantier de manière plus simple. Super simple, ouais. On a essayé de faciliter l'accès aux outils de la manière la plus efficiente possible, quoi. Ok. Et vraiment s'adapter à la construction. Parce que voilà, tu as des ingénieurs, mais tu as aussi des contremaîtres, des chefs d'équipe, des conducteurs de travaux. Il y a des âges différents. Donc c'est vraiment faire un produit qui soit accessible. Avec pour mission, parce qu'en fait Bimono, ça vient aussi d'une mission, c'est de pouvoir convertir l'ensemble des acteurs de la construction à profiter, à tirer le bénéfice de ces outils numériques. Ça, c'est vraiment l'intérêt. Je pense que le secteur de la construction, tu le sais très bien, on est un peu en retard par rapport à ça, par rapport aux autres industries. Les autres industries, ouais. Voilà, donc c'est vraiment le but, c'est de pouvoir accélérer le changement, parce que je pense que ça, j'en suis vraiment persuadé. C'est une mission qu'on s'est fixée, c'est que de dire, en fait, demain, on aimerait pouvoir faire bénéficier à tout le monde de la plus-value que le digital peut apporter dans la construction. Et toi, tu penses vraiment que justement, tu parlais de plus-value, qu'avec par exemple des programmes comme Bimono, ça peut vraiment apporter vraiment de plus-value sur la construction d'un chantier, c'est-à-dire sur améliorer, je sais pas, la productivité ou la qualité ou d'autres choses comme ça. Et tu pourrais peut-être nous dire pourquoi tu penses que... Ouais, alors, dans un projet de construction, il y a 100 métiers différents, 100 spécialistes différents qui parlent des langages différents. Et le gros problème, le gros pain point de la construction, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on pense avoir fait juste et on se rend compte qu'on a fait faux, ou une information qui a été perdue à un instant, et on perd beaucoup de temps à redire les mêmes choses, à répéter. Et en plus de ça, plus tu améliores la communication, forcément, plus tu vas éviter les erreurs. Et indirectement, ça se ressent sur les coûts. Parce que dans la construction, on fait faux des fois. On démolit, on recommence dans le cadre d'un projet. Ce qui est compliqué dans la construction, c'est qu'on fait souvent, c'est un prototype, mais qui doit fonctionner dès le début de la construction. Il faut qu'il fonctionne à la fin. C'est la première fois qu'on construit ce bâtiment, c'est la première fois qu'on a ces équipes-là, etc. Donc ces outils qui permettent de centraliser la collaboration et la communication, d'avoir l'information à l'instant T, d'avoir un historique sur les échanges, les commentaires, les remontées d'infos du chantier au bureau, etc. Indirectement, ça peut bénéficier en termes de coûts à la construction. Ouais, l'information, communication, c'est des gros sujets dans la construction, quoi, dans le bâtiment. Et plus avec un programme comme ça, c'est sûr que on peut avoir de la visualisation, justement, comme tu dis, puis justement, on peut avoir peut-être voir les notes ou d'autres choses par rapport à certains ouvrages sur chantier. Ouais. Tout à fait. Et aujourd'hui, avec Bimono, donc ça fait 1 an. Ça fait 1 an, ouais. Ça fait 1 an. Le produit, ça fait combien de temps qu'il est... Commercialisé, ça fait depuis octobre 2023, donc ça fait 3 mois, quoi. Ok, voilà. On a fait 1 an de développement, parce qu'en fait, c'est une application, donc tu as une grosse partie de développement, ça qui est quasiment incompressible. Après, on a fait une version bêta où tu dois t'assurer que le dev il a été bien fait. Qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Et puis, enfin, une fois que ton produit est prouvé, que tu réponds à des cas d'usage bien spécifiques, tu peux le commercialiser. Et on a lancé la version 1 le 16 octobre 2023. Et on avait onboardé nos premiers clients la veille, quoi. Donc, c'était vraiment... Ok. On a lancé le truc, ça fait 2-3 mois qu'on est en plein dedans, là. Et aujourd'hui, là, vraiment, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe avec Bimono ? Ouais, en tout cas, on a des super bons retours, quoi. Tu vois, on a des clients qui ne sont pas forcément... à l'aise avec le numérique. Ils avaient des douleurs sur l'échange de communication, etc. On a des retours comme quoi voilà, l'outil a été adopté assez rapidement, assez facilement, ce qui est super intéressant pour nous parce que c'était exactement ce qu'on ciblait.
On a communiqué pas mal sur les réseaux, donc on a créé aussi une petite communauté où tu vois, on a un peu des gens qui nous suivent, donc ça, il y a une petite ampleur qui prend. On avait été cité dans des magazines style Batirama, etc. Donc il y a du trafic qui se passe. On est assez jeune encore, tu vois, on démarre tout juste, mais on a déjà commencé à commercialiser l'outil, donc ça c'est top. Donc on sent ça commence à... Il y a quelque chose qui se produit. Ok, c'est cool. Et pour vous maintenant, la prochaine question que j'ai c'est un sujet, on va dire. C'est quoi un peu la grande vision de Bimono? C'est quoi votre endgame, comme on dit Le endgame, vraiment. C'est quoi le boss de fin? Le boss de fin, bah écoute, c'est d'avoir un chantier où les gens communiquent bien, ne refont pas les tâches incessamment. La redondance des tâches, tu vois, dans la construction, c'est un truc qui est assez incroyable. On répète les mêmes choses sans aucune plus-value. C'est juste qu'à un moment donné, on perd l'information, donc on la recommence. Donc moi, je dirais, si on parle un peu la réussite de cette mission-là, ça serait de pouvoir avoir un projet où on a amélioré la communication de manière générale grâce à notre outil, où les gens aussi se sont facilité la vie grâce à l'outil. Et le but, c'est de pouvoir... on a une vision qui est, pour l'instant, qui est assez... à moyen terme, c'est 3-5 ans. Évidemment, en termes de business, c'est de prendre des licences et puis d'avoir des comptes, etc. pour vivre. Hein. C'est un business. Ouais. Par contre, c'est clair que nous, notre mission, c'est toujours la même, c'est pouvoir faciliter la vie des gens au quotidien. Et surtout, faire comprendre que, en fait, on a toujours tendance à penser que dans la construction, on ne sait pas utiliser des outils. En fait, c'est facile. Tu vois, on veut vraiment faire de la pédagogie là-dessus, dire aux gens, en fait, tout le monde peut utiliser ce genre d'outils. Ça peut vraiment vous faciliter la vie au quotidien. Moi, je l'ai vécu, même à l'échelle d'un grand groupe, où on avait des problèmes comme ça de redondance d'informations, de perte d'informations. Et en fait, ces outils-là, quand tu es conduc, quand tu es contremaître, chef d'équipe, où ton job, c'est d'aller construire un bâtiment, d'organiser les équipes, de respecter les délais, le planning, tu n'as pas le temps il n'y a aucune plus-value à passer du temps à faire des tâches qui se répètent. Donc je pense que ces outils-là qu'on est en train de créer permettent d'améliorer en fait cette façon de faire et gagner énormément de temps. Donc je dirais, il y a la partie business dans 5 ans, c'est d'avoir une boîte qui est solide avec avec pas mal de clients, un portefeuille. Pas mal de clients, commencer à s'agrandir avec une belle équipe. Une belle équipe, tout ouais. ça. Ouais. Et à côté de ça, la philosophie de savoir qu'on a participé à améliorer les process, quoi. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme tu dis, philosophique derrière, pour vraiment se dire on fait un produit parce qu'il y a un besoin, mais vraiment c'est pour essayer peut-être de changer un peu quelque chose vraiment dans l'organisation des chantiers, quoi. Mm-hmm. Si on pourrait restituer comme ça. Et aujourd'hui, c'est quoi les barrières à l'entrée, les barrières que vous avez eues ou que peut-être il y a actuellement pour Bimono? C'est-à-dire que pour, je sais pas, peut-être vendre le produit aux clients, est-ce que je pense que c'est pas, il doit y avoir quand même peut-être certains freins, peut-être idéologiques ou autres. Carrément. Ouais. Écoute, alors, on peut les classer de 3 manières différentes. T'as les gens qui sont ce qu'on appelle les digital ready, où les gars ils ont déjà utilisé des plateformes. Là, notre objection, c'est qu'on est peut-être un peu jeune par rapport à des mastodontes qui font ça depuis quelques années. Par contre, on est sûr qu'on peut amener une nouvelle approche sur l'accessibilité. Une des objections pour des gens qui veulent se lancer, c'est aussi de se dire ouais, mais par contre, je sais pas trop comment m'y prendre, je vais devoir former mes gars, ça va changer les processus. On a l'habitude de faire ça depuis 50 ans, 30 ans, tu vois. Enfin, donc ça, c'est aussi l'habitude, le change management, se dire ok, maintenant je vais revoir complètement mes process et aller éduquer les gens pour qu'ils utilisent l'outil. Ça, c'est aussi une des objections. Et puis après, tu as des gens qui savent pas qu'il y a des outils qui existent, qui peuvent leur faciliter la vie. C'est-à-dire qu'ils ont une douleur qu'ils transportent depuis X temps, mais en fait, il y a un médicament qui potentiellement peut les soigner, mais ils savent pas que ce médicament, il existe. Donc nous, c'est aussi notre rôle de pouvoir aller communiquer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait tous ces podcasts, la com sur LinkedIn, dire en fait, le digital peut vraiment vous aider, c'est facile, et on peut vraiment apporter une solution avec ça, quoi. C'est juste peut-être qu'avant, il n'y avait pas les bons outils. Je pense qu'avant, il n'y avait pas les bons outils, c'est clair.
Ça, c'est clair. C'était peut-être trop tech, comme tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Et je pense que un des gros problèmes de ces outils-là, c'est qu'ils ont été développés par des informaticiens. Ils n'ont pas été développés par des gens du terrain. Ouais. Tu vois, moi j'ai fait de la conduite de travaux. Avant j'étais pelle-pioche dans des stages en fond de fouille. Je sais très bien l'environnement du chantier, je connais. Donc je pense qu'il y a aussi un gap entre les gens qui vendent le produit, qui sont des ingénieurs commerciaux, qui sont des informaticiens, et notre monde de la construction, où en fait il y a des codes, et des façons de communiquer. C'est toujours le grand cap, de toute façon. Ouais. C'est toujours les grands problèmes qu'on a eu. Mm. C'est pour ça que quand on vient, justement, toi, tu étais un peu, je pense, pour la conception du produit, tu étais un peu le chef d'orchestre, et il y avait les devs ou autres qui... Ouais, pour c'est un peu ça. Exactement. En fait, on s'est vraiment... On est 4 associés. 3 à travailler dans le produit. On a un investisseur, mais on est 3 vraiment à travailler au quotidien au produit. Et si tu veux, on a une belle équipe dans le sens où on a un dev qui est spécialisé développement, qui fait les lignes de code pour que l'application, c'est un peu le moteur de l'application, qui est Yann Mermin. Il y a Damien Terrasse qui lui est quelqu'un qui a qui est un bagage marketing. Donc il a vraiment cette notion de savoir l'environnement pour que ce soit sympa à regarder, tu vois, que les outils soient faciles d'accès, etc. Et puis moi qui va répondre la partie un peu métier. C'est sûr que notre outil puisse correspondre aux besoins de la construction. Sur site, ouais. Exactement. Ok, c'est comme ça que vous êtes structuré, d'accord. Et aujourd'hui, comment vous intégrez ou comment vous réceptionnez les feedbacks des clients? Parce que forcément, je pense que dès le début, souvent il y a des clients qui ont dû dire « Ouais, c'est top, mais il y a un petit problème avec ça, carrément. etc. » Comment vous faites pour les structurer, pour prendre les bonnes décisions? Parce qu'on sait très bien que pour développer un produit, ça met du temps. Ouais. Parce que si tu écoutes tous les clients, tu rajoutes 50 000 features et en fait, exact. tu t'y retrouves jamais. Ouais. Tu vois, donc en fait, comment vous faites aujourd'hui pour structurer justement les features par rapport au feedback ou par rapport à votre analyse aussi? Ouais. Écoute, alors ça c'est un truc où on est, en fait, on a construit Bimono sur la base de retour d'utilisateurs. On avait fait une version bêta en février 2023 où on a pris 80 utilisateurs qui ont un peu éprouvé, qui ont mis des projets, qui ont évalué des cas d'usage, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on a décidé d'aller un peu plus loin dans l'outil, parce qu'en fait, au début, on partageait juste une maquette numérique. Et ils nous ont dit tiens, on pourrait faire ça en plus, ça fonctionne pas très bien, etc. Donc le retour utilisateur il est primordial. D'ailleurs chez nos clients on essaie d'être le plus proche possible de leur retour pour s'assurer que ça soit bien pris et bien pris en compte. Ce qui est cool c'est qu'on est une petite équipe, donc on a une sorte d'agilité sur le développement des fonctionnalités. Et si on voit que voilà, il y a une fonctionnalité qui est demandée de plusieurs reprises, c'est clair que là, on va commencer à se pencher dessus et voir surtout l'intérêt. Ce qui est un peu compliqué, comme tu dis, c'est de pouvoir synthétiser l'ensemble de ces demandes qui peuvent être parfois un peu dans tous les sens, mais de toute façon, c'est le client qui fait le produit, quoi. Donc, nous, on est super contents d'avoir leur retour. Donc, en général, d'ailleurs, cet outil il est accessible gratuitement. Hein. On a des licences, mais tu peux le tester, tu peux... pour des petits projets ou même te faire une idée, c'est accessible. Donc, on invite tout le monde à tester et puis nous faire des retours et on est trop content d'avoir ces retours-là, quoi. Pour nous, c'est vachement enrichissant. Impeccable. Donc, je fais une petite parenthèse. Donc, pour ceux qui regardent sur YouTube, et ben là, on va partager, on va faire une petite vidéo du produit pour montrer un peu comment ça fonctionne pendant quelques minutes. Là, on en parle, c'est bien, mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ouais. Comme ça aussi, les potentiels clients pourront voir le produit. Donc voilà.
Trop bien. Alors, maintenant, on va changer un peu de cadre. On va parler un peu de la digitalisation dans la construction. Donc, selon toi, parce que là, vraiment, on est complètement dedans. Ouais. C'est quoi, toi, les grands défis pour notre industrie? Genre, on va dire pour les 10 prochaines années. Parce que moi, je vais te dire un peu, ça fait quand même, je sais pas, ça fait peut-être 10 ans, déjà peut-être 5 ou 10 ans qu'on dit, ouais, on est en retard, la Ouais. construction, qu'est-ce qui se passe? Il y a des produits qui se font, mais ça avance pas. Mhm. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Ou même peut-être chez Bibono, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et comment vous voyez les choses? Ouais. Je pense que c'est un métier qui est en pleine mutation. On est en retard, mais en fait, les gens ont commencé ça commence à venir, tu vois, la réflexion sur la digitalisation. On sait qu'on doit s'y mettre. Il y a plus trop de réticence, genre non, ça c'est pas pour moi, je le ferai jamais. Maintenant, c'est ok. Je vois que ça commence je vois des cas d'usage, je vois des exemples concrets. Je pense que c'est sur ces bases-là qu'on va pouvoir créer un peu l'intérêt de ces outils-là. Il faut pouvoir éduquer en fait un peu l'industrie. Tu vois, il y a le gros défi, je pense, ça va être la formation. Mais la formation, elle passe pas par une formation où tu es assis 4 heures sur une table et tu apprends comment ça fonctionne. Elle passe sur la communication, ce que tu fais avec ton podcast, ce qu'on essaie de faire aussi à travers LinkedIn, de faire des posts avec la valeur ajoutée, pour vraiment généraliser le message et dire en fait les gars, maintenant il y a des outils qui existent, qui sont faciles d'accès et qui vous simplifient la vie. Et il ne faut pas imaginer que c'est parce que ça va changer vos processus que c'est super compliqué à faire. En fait, c'est très simple. D'ailleurs, un outil, il est là pour te faciliter la vie, tu vois. Forcément. Donc je pense que ce qu'il n'y avait pas avant, c'était ça. C'était que les outils étaient trop complexes. D'ailleurs, il y a encore des outils qui sont trop complexes, ce qui fait qu'on n'arrive pas à généraliser parce qu'en fait, on passe plus de temps à essayer de comprendre l'outil que de gains de temps que l'outil nous apporte, tu vois. Donc c'est là-dessus aussi, il y a un grand défi, c'est de pouvoir avoir des outils qui répondent vraiment aux besoins du secteur. Ce qui est aussi un peu compliqué, c'est que dans la construction, c'est super compliqué d'évaluer le gain, parce qu'on est une industrie, on gagne de l'argent, donc il faut évaluer aussi ce que ça apporte, ça facilite la vie, mais aussi qu'est-ce que ça apporte en termes de gains. Ce qui est, dans notre métier, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on ne construit jamais vraiment la même chose. On est toujours avec des équipes différentes, etc. Donc c'est difficile de faire un ratio, de se dire ok, avec tel outil numérique, ça m'a coûté tant, et avec 100 outils, ça m'a coûté tant, et puis faire la comparaison. Parce qu'en fait, ça sera complètement tronqué, parce que ce sera d'autres projets qui seront complètement différents, avec des défis différents, des plannings différents, etc. Donc ça, c'est encore un des enjeux, c'est de pouvoir avoir suffisamment de retours d'expérience pour dire ok, sur un projet de ce type-là, ça m'a fait gagner tant de temps, équivalent à argent, tu vois, j'en sais rien, mais d'avoir suffisamment de feedback. Et ça, je pense, ça passe par la communication. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse échanger. Donc toi, tu penses que éducation, formation, je Ouais. pense que c'est peut-être ça aussi, peut-être le maître mot Grave. primordial. Mais après, moi, je me pose une question parce que, par exemple, personnellement, vu que je travaille dans le secteur intérimaire, temporaire, Ouais. nous, on a des problèmes quotidiens avec les feuilles d'heures, les rapports d'heures, Ok. que tu dois connaître. Ouais, tout à fait. Donc, la plupart sont en format papier. Ouais. Et à certaines sociétés, ils envoient soit des Excel, ou il y a d'autres sociétés qui passent par d'autres plateformes Ouais. pour traiter les heures. Ouais. Le problème, nous, avant, avec mon frère, avec Infactos, à la base, on voulait créer un produit pour digitaliser les rapports d'heures. Ok. Le problème qu'on a eu, c'est quoi? C'est que tu vas dire à un client, écoute, regarde, moi j'ai un produit, c'est ça, pour faire les heures. Lui, il va dire, ok, cool, c'est super et tout, on va l'utiliser par une application ou autre. Mais l'autre, il va te dire non. Et l'autre, il va te dire non plus. Il y en a un qui va te dire oui. Donc en fait, en interne, tu te retrouves avec 50 000 process Ouais. et ça devient un enfer administratif à maîtriser. Ouais. Donc là, on a un problème. Et moi, je me suis dit, avec tout ce qu'on a dans la digitalisation qu'on veut faire dans le bâtiment, c'est ce qui vient à ma prochaine question, c'est mais est-ce que des fois, il ne faut peut-être pas que ça passe un peu peut-être par l'État, le gouvernement, je sais pas, par des décisions, parce que
Parce qu'en fait, je crois dans d'autres pays, même un peu comme à Dubaï ou autre, où, je crois que maintenant, ou dans les années qui viennent, il va falloir passer par le BIM. Ouais. Et donc ça veut dire peut-être un peu mettre de côté les plans papier. Ouais. Tu vois ? Ouais, carrément. Et tu vois, c'est des décisions. Et justement, c'est ça que je me dis, c'est que peut-être, en fait, faut peut-être être radical, dire, au bout d'un moment, stop. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, parce qu'en fait, le truc, c'est que, regarde, là, on crée un produit pour je sais pas, pour les cimentiers. Ouais. On crée un produit pour les cimentiers. Imaginez ce produit, en fait, il fonctionne pas très bien. Après, on en fait un autre, tu vois. Mais ce produit-là, peut-être qu'il fonctionne mieux, mais voilà, en fait, du coup, ça fonctionne pas très bien. Donc, du coup, les mecs, ils se disent, c'est bon, en fait, on va rester comme on était avant, avec le téléphone, le machin. Et vu qu'il n'y a pas forcément de décision, vraiment de grandes décisions, tu peux pas trop transformer. Moi, c'est ce que je me dis. Ouais, c'est clair. Non, c'est pertinent. Parce que dans d'autres industries, en fait, on sait qu'il y a d'autres industries qui sont beaucoup mieux digitalisées. Par exemple, je sais pas, l'industrie, tu vois, par exemple, en usine ou les trucs comme ça, tu vois. En fait, là-dedans, c'est vachement digitalisé, c'est vachement processisé, c'est clair. C'est bien fait, tu vois. Ouais, parce que ils font toujours la même chose. Donc c'est plus simple on va dire. C'est plus simple, c'est clair. Mais quand même, il y a eu des décisions, je pense, qui ont dû être prises à un moment pour avancer. Ouais. Donc toi, tu penses pas que des fois, il faudrait peut-être ça passe par... Je pense que dans l'industrialisation de ces processus-là qui ont été mis en place, c'est parce que ça rapportait de l'argent. Et en fait, si tu le faisais pas, tu avais une concurrence derrière qui allait le faire, et le risque, c'était que tu n'étais pas performant. Ou aussi optimisé que ton concurrent, et en fait c'était un peu obligé de le faire, quoi. Donc imposer le BIM ou n'importe quelle technologie dans notre domaine, ou même dans n'importe quel domaine qui soit, c'est ultra radical. Par contre, c'est complètement oublié. Dans notre cas, ça serait oublier les 80% des acteurs qui sont pas encore du tout, quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce que toi tu fais ? Même si tu l'imposes, demain, en fait, il n'y a personne qui va réussir à le faire, parce qu'ils n'auront pas les moyens de le faire, ils n'auront pas les compétences ou la maturité de le faire, tu vois. Donc, je pense ça va se faire ça va s'imposer par le marché. Demain, tu as un client, il va gagner, il va avoir un bâtiment, un jumeau numérique de son bâtiment à la livraison, qui va lui permettre d'être ultra... efficace sur la gestion de son bâtiment, savoir quand est-ce qu'il doit changer toutes les ampoules, les durées de garantie, de l'étanchéité, etc. En un clic, entre guillemets, c'est un peu la promesse du BIM, mais c'est un peu le principe. C'est clair que ce client-là, une fois qu'il aura goûté au BIM, demain, tu pourras, s'il fait un appel d'offres, il aura le choix entre une entreprise qui fait du BIM et une entreprise qui n'en fait pas. Il y aura quand même une petite plus-value, sans enlever, si on parle compétences égales, prix égal, il y aura quand même une petite plus-value où le client va se dire, en fait, moi, ça me facilite aussi la vie, tu vois. Sur des projets qui sont en BIM aujourd'hui, et ça arrive aussi à Genève, en Suisse romande, c'est un ticket d'entrée pour pouvoir répondre à l'appel d'offres. Tu prends une entreprise générale, une entreprise totale, elle va lancer un projet en BIM. Demain, il va falloir que l'entreprise elle puisse soit renseigner de l'information, soit fournir des familles sous un certain format objet, soit même modéliser le travail qu'elle va réaliser pour faire de la coordination, etc. Si demain, toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas fait le tournant, tu n'as pas pris le tournant, tu vas être exclu de cet appel d'offres. C'est aussi simple que ça, hein. Ça arrive déjà. Donc en fait, je pense que ça va plutôt s'imposer dans cette manière-là en étant radical. Ouais. À mon avis, c'est le marché qui va dicter les règles. Et demain, si un architecte d'intérieur, il propose à son client une visite virtuelle où il n'a pas encore acheté l'appartement, mais il peut se projeter, etc. Et contrairement à un plan 2D qui va être envoyé par mail, tu vois, il y aura une plus-value qui sera nette et qui sera clivante, en fait. Et c'est peut-être ça qui va imposer, en fait, la règle par rapport à ces nouveaux outils. Je pense qu'il y a plutôt ce côté-là. Je sais que la ville de Genève, ils ont fait des autorisations de construire en BIM. Maintenant, tu peux les déposer en BIM. Des demandes de permis de construire. Ouais, okay. Exactement.
Par contre, ils n'ont pas imposé le truc. C'est-à-dire que tu peux toujours le faire en papier. En papier. Tu peux toujours le faire venir avec tes classeurs fédéraux, les poser, puis demander l'autorisation de construire comme ça. Tu peux aussi le faire de manière en numérique, mais sur des plans, tu vois, des PDF. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet quand même de De laisser la place à ceux qui sont pas Ouais. encore... Parce que tu vois, l'ingénieur ou l'architecte qui a 50 balais, 60 balais, peut-être c'est trop tard pour lui. L'effort, faire changement. il est trop important par rapport à ce que ça va lui apporter sur du long terme, tu vois. À Dubaï, ils ont imposé l'autorisation de construire en BIM. Par contre, ça fait 10 ans qu'ils travaillent à former les gens, à faire des campagnes d'éducation, à mettre en place des process, des standardisations, etc. Donc, ils n'ont pas ils n'ont pas imposé le truc du jour au lendemain. C'est quand même mieux, tu vois. C'était progressif. Donc, c'est là où je pense que les politiques ou l'État, enfin, je sais pas qui pourrait le faire, ou même les standardisations, tu vois, on parle de la SIA, etc., le CRB, c'est eux qui aussi, ils ont aussi un rôle à jouer sur cette éducation, d'accompagner les gens, de les former, tu vois. Voilà, je pense à ça. Ouais, ça veut dire que vraiment, on va dire, le grand défi majeur de l'industrie, ce serait vraiment l'éducation et la formation. Je pense qu'on revient là-dessus. Moi, je pense aussi peut-être que dans les écoles, peut-être dans certaines écoles, où je pense qu'ils doivent en parler un peu, mais peut-être que dans les années qui viennent, peut-être qu'il y aura des choses qui se feront vraiment aussi dans les écoles. Tu vois. Parce qu'en fait, je pense que si tu commences à en parler déjà, même on va dire en CFC ou en CAP en France ou autre, et tu commences déjà un peu à parler de ça, puis après justement quand tu vas plus loin dans les études, que tu performes un peu plus là-dessus, je pense que directement ça musclerait un peu le cerveau des concernés, et il y aurait quelque chose de plus simple après pour on va dire pour l'espèce de transition. Parce que même quand tu vas dans une boutique, forcément ils sont pas forcément ils ont pas tout ça, peut-être que toi tu peux amener quelque chose, peut-être tu peux dire écoutez les gars, peut-être qu'il y a ça à amener, tu vois. Je pense que aussi je pense que l'éducation et la formation, comme Dubaï, comme tu disais, tu vois, ils ont passé 10 ans à faire de l'éducation, de la formation sur tout ça, et aujourd'hui ils se retrouvent à une situation où il y a que lui, et je pense que ça sera pas parfait tout de suite. Mais après, je pense que dans les années qui viennent, ça va quand même très très bien rouler. Ouais, carrément, c'est clair. Tu vois ? C'est clair. Et puis je pense aussi, un des leviers aussi de l'adoption générale, c'est que ça apporte vraiment une plus-value. Tu vois, imposer des gens à faire du BIM pour faire du BIM, en fait, quel est l'intérêt ? Tu vois, avoir une maquette 3D, si derrière tu l'exploites pas, et puis si ça apporte rien, finalement, c'est clair que l'effort, il va être difficile à mettre en œuvre. Si on ne voit pas le résultat. Par contre, si demain tu fais un cas d'usage concret où on explique tous les gains que ça a apporté, ces nouveaux outils-là, tu prouves qu'il y a eu un intérêt et du coup, peut-être l'effort en vaut la peine. Eh écoute, mon cher Simon, on arrive à la fin de cet épisode. Et comment par exemple, les auditeurs ils peuvent rentrer en contact avec toi ou avec vous et Ouais, et écoute, on peut faire... On va mettre les liens en bas, bien entendu. Ouais. Forcément. On peut faire, donc ils peuvent nous contacter, alors soit ils vont sur bimono.io, et là ils ont la landing page de Bimono. On communique pas mal sur LinkedIn. On est ultra accessible, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Réactif, tout ça. Ouais, voilà, nous on adore échanger, tu vois, c'est vraiment ce qui nous motive, de rencontrer des gens, avoir des retours, etc. Donc moi je sais on peut largement me faire un message, je réponds avec plaisir, et c'est trop cool, même si on peut aider, tu vois, sur des sujets, comment je fais pour m'y mettre, est-ce que c'est compliqué, etc. On a vraiment cette volonté-là d'accompagner l'ensemble du secteur. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi via ces réseaux, on est super actifs là-dessus. Et puis mon numéro de téléphone, quoi, y a pas de souci, quoi. Donc vous le trouverez sur bimono.io. Donc et on va tout mettre en lien. Plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Écoute, c'est une aventure entrepreneuriale, donc du business, des rencontres, voilà, des sujets. Ce qui est trop beau dans ce métier, c'est qu'on sait jamais où on va, quoi. Enfin, on a une vision, on imagine, on a une direction, mais en fait, c'est l'aventure, quoi. Donc, des belles rencontres, des beaux projets, des beaux chantiers.
Voilà, puis rencontrer des personnes comme vous, quoi. C'est trop cool. Trop bien. Eh ben, écoute, merci Simon, franchement, d'avoir répondu à l'invitation. Et merci à Alex, Dimitri d'avoir fait le lien. Et voilà, c'est trop cool. Trop bien, merci beaucoup. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.